L'anthropologue Tim Ingold, dans un ouvrage paru en 2017, Une brève histoire des lignes, nous explique, et là je cite, je traduis et je paraphrase, que l'existence telle qu'elle est vécue ne l'est qu'à partir de chemins qui sont entrepris, et que ces chemins sont des sortes de lignes. Des sortes de lignes dans lesquelles s'engagent de manière singulière les êtres, les objets et les traditions de pensée, et même les traces de leur existence qui perdurent et se fossilisent. Dans les théories anthropologiques classiques, ce qui différencie les sociétés dites modernes des sociétés traditionnelles, ce sont leurs rapports à la linéarité. Nous, les modernes, aurions une conception linéaire de l'histoire et de l'engendrement, des dieux, des générations et des empires. Les traditionnels, quant à eux, vivraient dans la béance d'un temps cyclique, marqué par la prépondérance du récit mythologique, du rêve primordial et surtout du sourire narquois de l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue en signe d'allégeance à l'infini et à l'éternel retour. Néanmoins, comme nous le verrons, le cercle que forme l'Ouroboros est lui-même composé de lignes multiples qui se laissent détricoter. Je me demande souvent à quoi rêvent les chercheurs en sciences sociales. L'écrivain Philippe Cadic me répondrait à des moutons sociologiques. N'empêche, je continue à m'interroger. Est-ce qu'un mathématicien rêve d'espace vectoriel, tout comme une biologiste rêve d'eucaryotes et de protozoaires? Un matin de mai 2017, je fis un rêve d'anthropologue. Je le consigna dans mon carnet de terrain. Je rencontre un vieillard, la barbe blanche, et hirsute. Celui-ci m'interroge en anglais. « What are you working on ?» Moi, bredouillant, je réponds « I work on ecology and spirituality ». J'étudie les affinités entre les pensées écologiques et les mouvements de spiritualité contemporains. Mon interlocuteur rigole et avec un flegme tout britannique, il me lance « Oh, Plato's fanatics !»« Oh, les fanatiques de Platon !» Je saute ensuite d'une falaise et me réveille avant d'atteindre le sol, bien avant d'apprendre par l'expérience si le corps et l'âme se séparent ou s'éclaboussent, tout pareil. Nous n'avons jamais été que modernes. Du moins, nous n'avons jamais poursuivi uniquement la ligne linéaire de la modernité. Les fans de Platon, pour reprendre une expression qui m'a été susurrée, continuent d'œuvrer et d'influencer en partie la modernité sous la forme de mouvements que nous étudions dans l'académie et sous le nom de spiritualité contemporaine. Chez Platon, le commun des mortels ne demeure qu'à la surface sensible du monde, sans percevoir que derrière les lignes communes se cache un autre monde, le monde des idées et le monde de l'âme. Inspiré par des philosophies orientales et les pythagoriciens, Platon inspira, à son tour, le dualisme que prôna notamment saint Augustin, avec sa métaphore de la cité de Dieu et de la cité des hommes, marquant ainsi une opposition morale entre le royaume spirituel, parfait, et le monde séculier, soumis aux affres, à la violence et au péché. La même opposition marqua les hérésies gnostiques qui ne croyaient pas aux mauvais démiurges des chrétiens et qui cherchaient à se garder de l'illusion de la matière et du corps. Au contraire, les mouvements gnostiques cherchaient une forme d'illumination cachée derrière le voile du monde. C'est avec l'établissement à Florence de l'Académie néoplatonicienne par Cosmo de Medici que le fan club de Platon prit une envergure certaine à la Renaissance. À partir de Florence se déploya les différents mouvements d'ésotérisme moderne, les pensées alchimiques et kabbalistiques, qui inspirèrent en grande partie les milieux scientifiques de l'époque. Et qui aujourd'hui encore se feraient leur ligne dans la modernité qui toujours diffuse cette idée qu'il y aurait une vérité au-delà du monde matériel. Cela, à l'instar du film Matrix, qui, et d'une certaine manière, est une reprise
par l'esthétique cyberpunk de l'idée gnostique, comme quoi un mauvais démiurge, la matrice, garderait les humains dans l'illusion et l'esclavage. Une fois la pilule bleue avalée, Morpheus souhaite à Néo « Bienvenue dans le désert du réel lui-même ». Une formule qu'il emprunte directement au philosophe français Jean Baudrillard et à ses écrits sur le simulacre et sur l'hyper-réalité. Pour ma part, je suis anthropologue et j'aborde les questions d'ésotérisme et de représentation de ce qui est réel ou surréel à partir du terrain et de ce que font et disent les êtres humains. J'aimerais vous présenter brièvement 2 études de cas qui m'ont intéressé ces dernières années. Damanhur, mai et octobre 2017. Damanhur est une communauté qui se qualifie elle-même d'éco-village, installée dans la commune de Vidraco à près de 50 km de Turin. Je découvre cette communauté à travers une archive photocopiée d'une revue d'art et d'architecture des années 90. En mai et en octobre 2017, j'ai finalement l'occasion d'y séjourner plusieurs fois avec des collègues anthropologues. Pendant près de 20 ans, dans le plus grand des secrets, cette communauté d'une centaine, voire d'un millier de personnes, escave la roche de la montagne. Ils bâtissent un temple souterrain. La communauté est dénoncée à la police dans les années 90 par certains membres distanciés. La police italienne découvre alors le temple de l'humanité et ses salles internes thématiques, ses portes coulissantes, labyrinthiques et ses murs et colonnades ornées. Chaque salle reprend des symboliques et des esthétiques liées à l'alchimie, à l'Égypte antique, aux traditions celtiques ou alors à l'empire d'Atlantide. Ce royaume enseveli dont le camarade Platon lui-même en faisait le récit. Une écriture spirituelle en serait directement inspirée. L'éco-village de Damanhur est intrigant, à l'instar d'autres éco-communautés comme Finorn en Écosse, Glastonbury en Angleterre ou Sedona en Arizona. Ce sont des communautés qui sont les directes héritières de mouvements romantiques de réforme de vie européens et américains du XIXe siècle. Damanhur, pour sa part, est un lieu qui attire de nombreux visiteurs internationaux et issus des milieux New Age. Ces derniers recherchent des hétérotopies contemporaines, c'est-à-dire des lieux qui, selon la formule de Michel Foucault, contrastent, purifient et nuancent les valeurs dominantes du monde commun. Pour les membres et les visiteurs de Damanhur, la communauté élabore un nouveau récit, constitue de nouvelles identités et valorise des modèles contre-culturels de gestion familiale. Cette communauté familiarise ses résidents et ses visiteurs à une vision du monde complexe, ésotérique, justement, fait de réincarnation, de corps subtils, de lignes énergétiques et de principes cosmiques qui dirigeraient le devenir spirituel de l'humanité. En tant qu'anthropologue, il est difficile de circuler et de suivre une ligne dans ces éco-communautés, notamment parce que les guides contrôlent les accès et l'information qui est donnée aux visiteurs. Il faut donc apprendre à lire derrière les lignes. Le cas de Damanhur est une bonne illustration d'une pensée ésotérique qui, au lieu de se tisser avec le monde moderne et scientifique, constitue un espace à part, avec sa monnaie, sa constitution, ses savoirs et ses normes implicites. J'aimerais maintenant vous présenter un autre cas d'étude où une logique inverse est à dénoter, c'est-à-dire que des savoirs ésotériques issus du fan club du camarade Platon sont, pour leur part, popularisés et se mélangent avec les préoccupations et les savoirs agronomiques d'une population bien aimée en Suisse, les vignerons et les vigneronnes. Entre mai 2017 et novembre 2019, je mène une enquête de terrain sur 40 vignerons et vigneronnes en Suisse qui s'engagent dans des pratiques alternatives afin de prendre soin de leurs vignes. Sous le terme et les lignes de conduite de la biodynamie, ces vignerons expérimentent avec de nouvelles manières de comprendre leur vignoble comme un écosystème, où l'infiniment petit des réactions biochimiques du sol est mis en lien avec les influences infiniment grandes du cosmos. Cette lecture et cette méthode d'agriculture alternative dérivent des mouvements romantiques du XIXe siècle. Désenchantés et désorientés par les transformations de la modernité,
telles que l'industrialisation, l'urbanisation et la rationalisation des savoirs, une élite en vient à idéaliser l'Orient, les traditions pré-chrétiennes et les pensées ésotériques dans la recherche d'une nouvelle tradition et expression religieuse. Dans ce contexte, Rudolf Steiner constitue le mouvement anthroposophique à partir d'une scission avec la Société théosophique internationale, l'un des mouvements anglo-saxons en vogue à l'époque. Pour Rudolf Steiner, le cosmos est une entité vivante, traversée par une série de forces et de divinités. Nous serions à la 4e réincarnation du système solaire et l'humanité serait alors livrée à un choix: évoluer spirituellement ou rester astreint à la matière. En 1924, Rudolf Steiner livre une série de 8 conférences, le cours aux agriculteurs, appliquant ses lectures ésotériques à l'agriculture. Ce sera l'acte de naissance de la biodynamie, ensuite reprise et adaptée par des ingénieurs agronomes à travers le XXe siècle. Cette agronomie se développe en plébiscitant l'usage de préparations alchimiques, de tisanes et décoctions de plantes, ainsi que par le suivi d'un calendrier lunaire et astral. En Suisse, les vignerons et les vigneronnes ont commencé à s'y intéresser au tournant des années 2000, timidement d'abord, à travers une familiarité avec l'agriculture biologique. Pourtant, bien loin d'être des virtuoses du camarade Platon, j'ai pu observer que les vignerons adaptaient et traduisaient les enseignements de Rudolf Steiner dans de nouvelles lignes de conduite qui correspondaient à leurs préoccupations professionnelles. Pour eux, il s'agissait d'éviter les intrants de synthèse, d'être autonomes dans l'élaboration des traitements, de relocaliser leurs connaissances pratiques dans l'expérience de leur sens, mais également, et finalement, d'adopter une philosophie du végétal plus en phase avec les savoirs holistiques et écologiques actuels. Les vignerons se gardent d'être ce qu'ils qualifient volontiers d'ayatollahs de la biodynamie, ou alors d'extrémistes du spirituel. Ils témoignent plutôt d'une recherche d'alternatives et de nouvelles manières de cultiver la vigne, en idéalisant ce que faisaient par exemple les anciens avant l'arrivée de l'agrochimie et des systèmes d'experts. Avec la biodynamie et son adaptation dans les vignobles, notre brève histoire des lignes s'achève ici. Si le camarade Platon envisageait la réincarnation des âmes comme un serpent qui se mord la queue, il demeure que ces grandes lignes, que sont les traditions de pensée, influencent d'autres lignes, celui d'hommes, de femmes, qui pour leur part cheminent, expérimentent, traduisent, adaptent, modulent et tissent ces lignes entre elles. Et ils continuent au final à faire advenir le monde tel que nous le connaissons, avec ses complexités, ses contradictions, toutes modernes soient-elles. Que ce soit à travers des éco-communautés comme Damanhur, ou par la reprise pragmatique de vignerons et de vigneronnes, et dans bien d'autres domaines sociaux et culturels, il s'agit de prêter, au final, une attention toute particulière à l'héritage des écrits du camarade Platon, de l'Occident chrétien à nos jours.